On est de retour avec Ray Lalonde, encore une fois, d'excellents sujets pour ta chronique de ce soir. On va commencer par les entraîneurs. La valse des entraîneurs dans le sport professionnel. On a l'impression que dans la NFL, on n'hésite pas à y aller des fois avec des entraîneurs plus jeunes, alors que dans la Ligue nationale, un petit peu plus conservateur, on ramène des entraîneurs d'expérience dans des situations plus corsées. Ouais, c'est intéressant comme comparaison, Luc, parce que si tu regardes dans le hockey, les saisons sont longues. On fait des changements parfois à la mi-saison en espérant garder le cap. On emmène quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, plus stable, il a déjà été dans la Ligue nationale, au cas où on pourrait se relancer, puis peut-être, par miracle, participer aux séries. Puis on est plus prudent financièrement aussi, Luc. On a moins de ressources à brûler sur des coachs congédiés. Dans la NFL, parce que c'est récent, là, puis c'est devant nous, puis Mike Tomlin qui quitte les Steelers, ça fait 9 entraîneurs disponibles. 9! Bien, pas 9 entraîneurs, pardon, 9 postes d'entraîneurs sur 32 équipes. On n'a pas encore débroussaillé le jeu de cartes. Mais la NFL, les propriétaires ont des ressources. Ça leur dérange pas de faire un changement à la fin d'une saison. Ça leur dérange pas de même opter vers des jeunes coordonnateurs offensifs ou défensifs qui ont beaucoup de potentiel, puis on veut leur donner une opportunité. Puis pour eux autres, changer de coach à chaque année, c'est pas un problème tant qu'on ne trouve pas notre homme. Alors, ça crée une drôle de situation. C'est les cultures de ces sports-là qui sont différents quand on les met côte à côte. Quand on regarde du côté des Blue Jackets, on a fait appel à Rick Bowness, qui, lui, on pensait que sa carrière était terminée. Lui aussi, je pensais que c'était terminé. Il pensait que c'était terminé. À 70 ans, mais quand on a besoin de stabiliser, tu l'as dit un petit peu plus tôt, bien, on va faire appel à quelqu'un d'expérience, qu'on n'a pas besoin d'enseigner un peu tout de suite. Il va être une solution à court terme. Exact. Mais moi, je déplore un peu ça parce que je pense qu'il y a des bons entraîneurs disponibles à quelque part dans la NCAA, dans la Ligue américaine, tu sais, que ce soit Pascal Vincent avec le Rocket, mais il y en a d'autres, et des entraîneurs adjoints, Luc, dans la Ligue nationale, qui peut-être attendent le moment. Mais si on se tourne toujours vers des Rick Bowness, tu comprends-tu? Puis des gars d'expérience, des Joel Kenville. Mais combien de fois il faut ramener tous ces gars-là tout le temps? Ça fait partie de la mentalité trop traditionnelle des dirigeants. Mais dirigeants égale aussi propriétaire. Oui, effectivement. Dans le hockey, là, on est moins courageux qu'on l'est au football professionnel. Bien, c'est comme un carrousel. Hein? Les entraîneurs, une fois qu'ils sont limogés, se retrouvent dans le carrousel, puis hop, on va aller en chercher un. Oui, mais je pense à Jim Montgomery. Rappelle-toi, il était à Dallas. Puis après ça, il est allé à Boston. Il était bon dans les deux. Puis là, Boston, impatient, boum, dehors, s'en va où? À Saint-Louis? Ouais. Tu comprends-tu? Bien là, après Saint-Louis, il est encore utilisable. Mais j'accepte, puis je trouve que c'est courageux des Canadiens de mettre un gars comme Martin Saint-Louis qui n'avait pas coaché avant. Exact. Puis là, on lui donne le temps, puis on l'encadre bien, puis regarde le résultat qui est très positif. Oui, parce que tout dépendait où ton équipe est. Exact. Et jamais dans l'histoire du Canadien, un entraîneur a eu autant de temps dans une situation aussi difficile. C'est vrai. Donc, voilà, bien, bravo pour le Canadien, notamment avec Martin Saint-Louis. Bon, on va parler de golf. Parce qu'évidemment, la LIV Golf et le PGA Tour, ça fait évidemment pas bon ménage, mais la LIV, on a Brooks Koepka qui part de la LIV et revient dans le PGA Tour. Explique aux gens ce que ça implique, parce que c'est une première. Ouais. Bon, PGA Tour qui existe depuis 75 ans. LIV Golf est arrivé il y a 4-5 ans, après la pandémie, fondé et financé par le Fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite. Ils ont un budget de 900 milliards de dollars à dépenser dans le sport. Fait qu'ils ne se sont pas gênés. Après 2-3 ans, ils avaient déjà dépensé 4 à 5 milliards de dollars US pour acquérir le talent. Donc, 200 millions de dollars à Phil Mickelson, un joueur qui était en fin de carrière. Ils sont allés chercher des gros noms. John Ram. Comme John Ram, comme Bryson DeChambeau, comme Brooks Koepka. 3 gars qui avaient gagné aux États-Unis puis qui étaient dominants aussi. Puis Cameron Smith aussi. Alors, exceptionnellement, après toute cette turbuleuse période là, où les joueurs de la PGA ont mal accepté que ces gars-là ont quitté pour l'argent. Là, il y a des gars qui se rendent compte que peut-être que ça se passe moins bien. J'ai disparu de la scène. On m'a enterré dans LIV Golf. Je n'ai pas de rayonnement mondial. J'ai perdu mes commanditaires, mais je fais beaucoup d'argent. C'est ça, j'ai pas le rythme de rayonnement. Saison. Je joue 54 trous au lieu de 72, je joue en Bermuda, je joue 14-15 tournois dans une année au lieu de 20-25. Non, mais c'est vrai. Fait que là, dans le cas de Brooks Koepka, il a profité d'une occasion où la PGA s'est entendue avec les joueurs membres pour ouvrir une période limitée du 12 janvier au 2 février, une période de retour possible dans la PGA, en échange de pénalités
très sévère. Comme, est-ce quoi, 5 millions notamment donnés aux œuvres de charité? Une œuvre de charité et 5 millions de dollars. Ensuite de ça, aucune participation dans l'équité de PGA Tour Enterprise au cours des 5 prochaines années. Ça, c'est des dizaines de millions de dollars. Un partage des revenus. Un partage des revenus, puis une certaine forme d'actionnariat. Puis plus la PGA Tour augmente en valeur, Luc, bien, plus les joueurs membres qui sont des participants profitent de ça. Ensuite de ça, il y a aussi une obligation de te qualifier pour des tournois désignés. C'est pas les tournois majeurs, mais c'est les deuxièmes en importance. En plus de ça, aucun point pour la FedEx Cup. C'est-à-dire que tu peux arriver à la FedEx Cup, mais tu ne prendras pas la place d'un joueur présent, puis tu n'auras pas de points au cours de l'année. C'est sévère. Ça peut avoir coûté, là, si, mettons, Koepka joue à son niveau habituel, Luc, entre 50 et 75 millions de dollars US qu'il laisserait sur la table. C'est pas de l'argent nécessairement perdu, là, mais c'est de l'argent qu'il ne gagnera pas pour avoir fait ce sacrifice-là. Mais il le savait, il n'y a pas eu de négociation, il tenait à revenir. Puis j'ajoute que là, on est mercredi, mais depuis les 2-3 derniers jours, Dustin Johnson a signé une prolongation de contrat avec Liv. Puis DeChambeau, Cameron Smith et John Ram ont tous les trois indiqué que pour eux autres, pour le moment, ils restent avec Liv Tour. Avec Liv Golf, pardon. Ça, c'est intéressant parce que la porte était ouverte pour eux. Oui. Puis est-ce qu'éventuellement, on va la rouvrir du côté du PGA Tour? Selon le patron, Brian Rowlap, il disait que ça, c'était un moment unique, exclusif, pas certain que ça revienne. Parce qu'ils ont encore, ceux qui sont sur le Liv Golf, le meilleur des deux mondes. Bien, en fait, au niveau de l'argent, tu parlais de rayonnement qu'ils n'ont pas, mais ils peuvent participer au tournoi majeur. Oui, ils peuvent. Donc, puis il y en a beaucoup de joueurs que je n'ai pas nommés, Sergio Garcia, Phil Mickelson, qui ont profité de cette occasion-là. Puis pour eux, plus avancés dans leur carrière, Luc, ça valait la peine. Tu sais, 200 millions de dollars. Phil Mickelson n'aurait jamais fait 20 millions de dollars durant la même période. Fait qu'il faut comprendre aussi pourquoi. Ce qui est toujours un peu mystérieux là-dedans, c'est le fait que c'est de l'argent qui provient de l'Arabie saoudite, qui défie les droits humains, puis ça se poursuit. Fait que c'est toujours un peu, si tu me permets l'expression, touché d'aller chercher cet argent. Chose certaine, le parcours de Brooks Koepka cette année sur le circuit du PGA Tour va être intéressant à suivre. Oui, bien, de refaire des liens avec les joueurs actuels, puis de se faire accepter. Bien, ça commence à la fin janvier à Torrey Pines, en Californie. Oui, il a confirmé qu'il serait là. On va parler maintenant, 2026 commence, mais en 2025, le classement des 100 émissions les plus écoutées aux États-Unis. Pas seulement le sport, mais le sport a vraiment une grosse place dans le top 100 des émissions les plus regardées. C'est important parce que c'est tout attaché au fait qu'on se demande comment il y a d'argent puis pourquoi les sommes investies par les diffuseurs. Ça inclut Bell Media, ça inclut Rogers, mais ça inclut surtout Disney, CBS, NBC, Fox aux États-Unis. Puis quand on parle de 11-12 milliards par année pour la NFL, on comprend pourquoi. Parce que quand on regarde le classement, 96 des 100 émissions, tout contenu confondu, aux États-Unis dans l'année calendrier 2025, c'était du sport. Puis sur les 96, 92 sont du football. Sur les 92, 84 sont la NFL. Les 3 premiers, d'ailleurs, excuse-moi, les 29 premiers au classement, Luc, sont des matchs de la NFL. En commençant par le Super Bowl, bien sûr, le championnat de la AFC l'an passé. Puis cette année, le 3e rang, Chiefs Cowboys, le jour de l'Action de grâce en après-midi à 16h30, 57 millions d'Américains avaient regardé ça. Fait que, regarde ça, puis ensuite, tu vas être mieux positionné pour comprendre pourquoi les réseaux américains payent autant. Payent autant parce que, Luc, le sport en direct, c'est ça qui fait vivre la télé traditionnelle. Oui. Puis quand je dis télé traditionnelle, là, je parle de câbles et satellites, bien sûr, mais je parle pas de plateforme numérique. Les plateformes numériques ont l'argent, ont les moyens, mais c'est pas leur mission ou leur vocation, le sport. Mais si les réseaux traditionnels ne payaient pas autant pour le sport, ils disparaîtraient. Absolument, parce qu'il n'y aurait plus de raison d'être, en tout cas majoritairement, d'avoir... Tes nouvelles, tu vas les avoir sur ton téléphone, puis ainsi de suite. Fait que quand tu remontes le classement, s'il te plaît, Charles, si tu regardes ce qu'il y a à l'écran, l'autre chose qui est importante à noter, les matchs de football de la NCAA sont là. Les 4 occasions seulement sur le top 100, c'est 2 discours un de Trump, une inauguration, les Oscars, puis la parade de Macy's Thanksgiving en novembre dernier. C'est tout ce qui a été capable de rivaliser avec le football au cours d'une année. Je note aussi 2 choses. Les Chiefs de Kansas City, Luc, on a parlé de ça. Là, comment c'est souvent dans le top 100. Hein? 13 fois dans le top 100, ce sont des matchs des Chiefs. Saison régulière, série, et ainsi de suite. Puis l'autre chose, aucun match de la Ligue nationale de hockey, de la MLB,
Pardon, pas de la MLB. De la NBA, La de la MLS. MLS, puis du sport féminin dans le top 100. 2 matchs à Série mondiale, 6 et 7, Dodgers, Blue Jays. Les avec autres raison. événements sportifs, tu as le Derby du Kentucky Ouais. et la finale de la NCAA au Au March basketball. Madness. Exact. Non. Alors, c'est une domination. Je dis souvent que c'est un rouleau compresseur, la business de la NFL. C'est au niveau commercial, mais au niveau audience. Les Américains n'affectionnent que la NFL. Puis là, on est en série, c'est le cœur de la saison. Les cotes d'écoute sont astronomiques parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut s'immiscer dans le portrait télévisuel actuellement aux États-Unis à cause des nombreux matchs de la NFL. À mon tour, je vais refaire la demande qu'on remonte le tableau pour une dernière intervention. Tout en bas, là, au 198e rang. On ne parle pas du top 100, là. Ouais. 198e rang, c'est la finale de la confrontation des 4 nations. Et à 9 millions, là, c'est pour du hockey, mais ça reste 198e. Et l'équipe américaine était là, Ray, en Exactement. Et puis ça, c'est de bon augure, dans le sens que les Jeux olympiques s'en viennent, puis c'est toujours bon pour la popularité de ce sport-là, mais ça dénote aussi que c'est loin dans le classement des choses importantes à la télé pour les Américains. Mais quand même, là, ça donne un bon portrait sur l'ensemble d'une année. Quand tu prends... Puis oublie pas, il y a des choses comme le Masters, Oui. il y a des choses comme des matchs de soccer, évidemment, en Europe. Fait que ce sont les émissions les plus regardées pour des raisons évidentes, puis c'est le football qui domine. J'ai hâte de voir l'année prochaine, quand on va se reparler et qu'on va refaire ce classement, les Jeux olympiques. Et dans la ce Coupe du monde. Et la Coupe du monde, oui. Encore Absolument. plus. Merci beaucoup, Ray. Merci, Luc.